Et si je vous disais que ce n'est pas la maladie qui vous affaiblit, mais une habitude banale que vous répétez chaque jour sans le savoir? Une habitude qui ronge vos forces, vole vos années et vous pousse doucement vers la dépendance. Vous pensez être à l'abri. Attendez d'entendre la suite. Je vais vous dire quelque chose que très peu de gens osent de formuler à voix haute. Une vérité silencieuse qui concerne des millions de personnes de plus de 60 ans. Peut-être même vous ou quelqu'un que vous aimez profondément. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, ce n'est même pas la vieillesse elle-même. Non, c'est quelque chose de plus insidieux, plus discret, qui s'installe jour après jour dans nos habitudes, sans faire de bruit. Et pourtant, c'est peut-être ce qui vous vole le plus votre énergie, votre vitalité, votre capacité à vivre librement. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la génétique. C'est simplement le fait de rester assis, trop longtemps, trop souvent, trop silencieusement. J'ai vu des hommes et des femmes pleins de bonne volonté qui pensaient faire les choses bien. Une petite promenade le matin, quelques étirements de temps à autre, du jardinage le week-end. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi leur dos devenait raide, pourquoi ils perdaient l'équilibre, pourquoi les jambes semblaient si lourdes. Et pourtant, ils ne s'étaient rien cassé. Ils ne souffraient pas de maladies particulières. Mais leur corps leur envoyait des signaux qu'ils n'ont pas su écouter. C'est exactement ce qui est arrivé à Georges, un retraité de 67 ans vivant à Toulouse. Il avait toujours été actif, du moins selon lui. Chaque matin, il faisait son tour du pâté de maison, saluait les voisins, profitait de l'air frais. Mais une fois rentré chez lui, il s'asseyait, d'abord pour lire son journal, ensuite pour regarder les informations, puis pour déjeuner, et encore pour faire une sieste. Le soir, il retrouvait son fauteuil favori devant la télé. En somme, il passait près de 10 heures par jour en position assise, et ça, son corps ne le supportait plus. Au bout de quelques mois, Georges a commencé à ressentir une tension dans le bas du dos. Ses jambes semblaient engourdies, parfois même instables lorsqu'il se levait brusquement. Sa femme a remarqué qu'il avait du mal à descendre les escaliers ou à se pencher pour enfiler ses chaussettes. Elle pensait que c'était l'âge, lui aussi, jusqu'au jour où il a failli tomber en sortant de la douche. Ce jour-là, il a eu peur de tomber pour de bon, peur de devenir dépendant. C'est là qu'il est venu me voir. Lorsque je l'ai reçu dans mon cabinet, je n'ai pas vu un vieil homme faible. J'ai vu un homme qui avait laissé le confort de son fauteuil ronger lentement sa vitalité. Et je lui ai dit cette phrase que je vous partage aujourd'hui. Le corps humain n'est pas fait pour rester assis. Il est fait pour vivre en mouvement. Et je ne parle pas ici de faire du sport intensif ou de s'imposer des heures de gym. Non, je parle de petits gestes, simples mais puissants. Se lever toutes les 30 à 45 minutes, marcher un peu dans la maison, faire rouler ses épaules, monter et descendre une marche, étirer les bras, détendre le cou, respirer profondément debout. Tout cela remet en route la circulation sanguine, évite les engourdissements, oxygène le cerveau et surtout maintient les muscles et les articulations en éveil. Georges, lui, a installé une alarme douce sur son téléphone. Toutes les 45 minutes, une sonnerie discrète lui rappelle de se lever, de faire quelques pas. Il s'est acheté une petite balle en mousse pour la faire rouler sous ses pieds en restant debout. Et au bout de quelques semaines, son dos s'est assoupli. Ses jambes étaient plus réactives. Il se sentait plus stable, plus énergique, plus vivant. Le danger, c'est la lenteur du changement. Parce qu'on ne sent pas immédiatement les dégâts de l'immobilité, on pense que tout va bien. Mais en réalité, chaque heure passée assis,
est une heure volée à notre force, à notre mobilité, à notre autonomie future. Je vous pose une question, à vous qui m'écoutez. Combien de temps passez-vous réellement assis chaque jour? Et surtout, combien de fois vous levez-vous dans la journée, juste pour bouger un peu? Il est temps de changer cette dynamique. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais d'ajouter du mouvement dans la routine, pas à pas, minute par minute. Parce que ce sont ces petits choix répétés qui créent un vieillissement actif, digne et surtout libre. Si ce que je viens de partager résonne en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une fois cette raideur en vous levant d'un fauteuil ou ce vertige en quittant la chaise trop brusquement, alors je vous invite à ne pas ignorer ce signal. C'est votre corps qui vous parle. Il vous dit « Bouge-moi ». Et si vous souhaitez que je continue à vous accompagner, à vous partager d'autres conseils utiles et accessibles, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien m'aide à produire ces vidéos avec cœur et bienveillance, pour vous et pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais que vous me répondiez à cette petite question de réflexion. Selon vous, lequel de ces comportements est le plus dangereux après 60 ans? A. Ne pas faire de sport du tout. B. Faire un peu de sport mais rester assis 8 heures par jour. Tapez A ou B en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je lirai chacune de vos réponses avec attention. Prenez soin de vous et surtout, levez-vous. Votre vie n'a pas à se passer assis. Je me souviens très bien du regard de Richard quand il est entré dans mon cabinet. C'était un homme de 68 ans, solide en apparence, l'air tranquille, discret, presque pudique. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Depuis quelques mois, il se sentait de plus en plus faible. Ses jambes manquaient de force. Il perdait l'équilibre plus facilement et il avait l'impression que ses bras rétrécissaient, comme il disait avec un sourire triste. Pourtant, docteur, je mange comme d'habitude. Je n'ai rien changé à mon alimentation. C'est précisément là que résidait le problème. Beaucoup de personnes, à partir de 60 ans, continuent de s'alimenter comme avant, sans savoir que le corps, lui, a changé. À cet âge-là, la digestion ralentit, les besoins nutritionnels évoluent et surtout, l'assimilation des protéines devient moins efficace. Autrement dit, vous mangez peut-être la même quantité de viande, de poisson, de produits laitiers qu'à 40 ans, mais votre corps, lui, n'en tire plus autant de bénéfices. Ce que Richard vivait, ce n'était pas une simple fatigue passagère. C'était un processus lent, silencieux et souvent ignoré. La fonte musculaire, aussi appelée sarcopénie. Je lui ai expliqué que la sarcopénie ne prévient pas. Elle ne fait pas mal au début. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, au fil des années. Et un jour, vous vous apercevez que vous ne pouvez plus porter les courses comme avant, que vous avez besoin de vos mains pour vous relever d'une chaise, que vous montez les escaliers plus lentement en vous tenant à la rambarde. Le pire, c'est qu'on s'habitue à ces pertes, on les banalise. Et c'est exactement ce qui rend cette évolution si dangereuse. Car quand la masse musculaire diminue, c'est tout l'équilibre du corps qui vacille. Les articulations deviennent plus vulnérables, les os moins soutenus, les réflexes moins réactifs. Le risque de chute augmente, l'autonomie diminue. Je me souviens avoir posé une question toute simple à Richard. « Est-ce que vous mangez des protéines à chaque repas ?» Il a haussé les épaules. Comme beaucoup, il associait protéines à viande rouge ou steak du dimanche. Il ne savait pas que les œufs, les lentilles, les pois chiches, le fromage blanc ou les noix pouvaient jouer un rôle aussi fondamental que le filet de poulet. Il ne savait pas non plus que les besoins en protéines augmentaient avec l'âge et qu'il fallait viser au moins 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel chaque jour
pour entretenir la masse musculaire. Pour un homme de 70 kg, cela fait environ 70 à 85 grammes de protéines par jour. Bien plus que ce que consomme en réalité la majorité des seniors en France. Nous avons donc repris ensemble ces repas types. Le petit déjeuner, une tartine de pain avec un peu de confiture et un café. Le midi, un plat de pâtes avec une sauce tomate, un yaourt. Le soir, une soupe, un morceau de pain, une pomme. Rien de mauvais en soi, mais rien de suffisant non plus pour entretenir sa force. Je lui ai proposé des ajustements simples, progressifs, adaptés à son quotidien. Le matin, remplacer la confiture par un œuf dur ou du fromage blanc avec des graines. Le midi, ajouter une portion de viande blanche, de poisson ou de légumineuses aux pâtes. Le soir, enrichir la soupe avec des lentilles ou des dés de tofu, ou l'accompagner d'un œuf poché. Rien de compliqué, rien d'industriel, simplement du bon sens nutritionnel. En parallèle, je lui ai conseillé d'intégrer des mouvements de renforcement doux pour que les protéines qu'il allait consommer servent réellement à nourrir ses muscles. 3 semaines plus tard, Richard est revenu. Il avait encore ce regard discret, mais il était différent, moins fatigué, plus ancré. Il avait commencé à retrouver un peu de tonus dans les jambes, il se sentait plus stable et surtout, il avait compris quelque chose d'essentiel, le lien direct entre ce qu'il mangeait et la manière dont son corps réagissait. Il n'avait pas besoin de régime miracle ni de compléments exotiques. Il avait simplement besoin de réapprendre à se nourrir pour son âge et non plus pour son souvenir d'avant. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui à travers l'histoire de Richard, c'est que notre force ne s'évanouit pas du jour au lendemain. Elle s'efface lorsque nous cessons de la nourrir, lorsque nous négligeons les piliers invisibles de notre vitalité. Les protéines ne sont pas réservées aux sportifs ou aux jeunes. Elles sont notre allié le plus discret pour rester debout, marcher avec assurance, soulever ce que la vie nous demande jour après jour. Et ce que l'on peut perdre en silence, on peut aussi commencer à le reconquérir. Un repas à la fois, une habitude à la fois. Car après tout, maintenir sa force, ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est une question de liberté. Et lorsque cette liberté commence à vaciller, il est urgent de se réapproprier les fondations de notre autonomie. Mais encore faut-il savoir que cela passe aussi par notre assiette. Et justement, dans notre prochain échange, j'aimerais vous parler d'un autre pilier trop souvent négligé qui influence profondément notre humeur, notre clarté mentale, notre immunité et notre capacité à récupérer, le sommeil. Car ce que nous mangeons nous construit, mais c'est pendant que nous dormons que tout se répare. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue un matin avec François, un patient de 71 ans venu me consulter pour des épisodes de fatigue persistante. C'était un homme cultivé, toujours bien habillé, très poli, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il portait une lassitude profonde. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, presque en s'excusant, « Je ne comprends pas, docteur. Je dors toutes les nuits, je ne fais pas d'efforts excessifs, mais je me lève vidé. Mon corps est là, mais ma tête flotte. » Et il a ajouté cette phrase qui m'a marqué, « C'est peut-être simplement ça, vieillir. » Ce moment m'a profondément touché, parce que ce que François vivait, je l'entends chez tant de personnes, si souvent, que c'en est presque devenu une banalité. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas normal d'avoir l'impression que chaque matin commence avec un sac de pierres sur les épaules. Ce n'est pas le vieillissement en soi qui épuise. C'est le fait de ne pas écouter ce que notre corps essaie de nous dire pendant la nuit. Le sommeil, pour moi, est un des piliers les plus méconnus, les plus négligés et pourtant les plus puissants
de la santé après 60 ans. En écoutant François, j'ai compris très vite que son corps ne dormait pas pour se réparer. Il dormait, certes, mais mal. Comme beaucoup, il pensait qu'avec l'âge, on avait simplement besoin de moins de sommeil. Mais c'est une idée reçue qui fait des ravages. Ce n'est pas parce que le sommeil devient plus fragile que le besoin diminue. En réalité, c'est souvent l'inverse. À mesure que les années avancent, notre organisme a besoin de plus de soutien pour se régénérer, pour réparer les tissus, pour consolider la mémoire, pour apaiser l'inflammation chronique et recharger l'immunité. Et tout cela ne peut se faire que dans un sommeil suffisamment profond et continu. François se réveillait plusieurs fois par nuit. Il avait du mal à se rendormir. Il se couchait tard, après avoir regardé les infos, souvent devant une tablette ou la télévision. Le matin, il se levait vers 8 heures, buvait un café fort et tentait de démarrer sa journée malgré ce brouillard intérieur qui ne le quittait plus. Je lui ai expliqué que le cerveau a besoin d'un environnement propice pour plonger dans le sommeil profond, celui qui régénère réellement. Et que ce sommeil-là ne vient pas simplement parce qu'on est fatigué, mais parce qu'on l'invite, parce qu'on prépare le terrain, parce qu'on le respecte. Je lui ai proposé des ajustements simples, mais essentiels. Couper les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Remplacer les informations stressantes du soir par une musique douce, un livre léger ou un moment de silence. Diminuer la caféine après 14 heures. Se coucher et se lever à des horaires réguliers, même le week-end. Et surtout, comprendre que le sommeil ne se commande pas. Il se cultive, comme un jardin. 3 semaines plus tard, il est revenu. Il n'était pas encore transformé, bien sûr. Mais il m'a dit avec un demi-sourire, « Je me réveille encore parfois, mais je me rendors mieux. Et surtout, je sens que mes idées sont plus claires. » Et c'est là que j'ai vu l'étincelle dans son regard, celle de quelqu'un qui reprend le contrôle sur sa vitalité, doucement mais sûrement. Car le vrai danger du manque de sommeil, ce n'est pas seulement la fatigue. C'est ce qu'il provoque à petit feu, l'affaiblissement de la mémoire, la diminution de la vigilance, l'irritabilité, la prise de poids, l'hypertension, la dépression, les troubles de l'équilibre et même l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Et je ne parle même pas des conséquences sur les relations humaines, sur l'élan de vie, sur l'envie de faire des choses. Dormir mal, c'est vivre en gris. Dormir bien, c'est rouvrir la fenêtre sur la couleur. Je crois profondément que le sommeil est notre meilleur médecin intérieur. Et pourtant, on le sacrifie souvent sans s'en rendre compte. La lumière bleue des écrans, les repas tardifs et trop riches, l'inactivité physique, le stress accumulé, les stimulants, tout cela crée un climat hostile au sommeil, même si le corps est épuisé. Il n'y a pas d'âge pour retrouver un bon sommeil, mais il y a urgence à le faire dès qu'on commence à sentir que les nuits ne remplissent plus leur fonction. Parce que si les journées vous paraissent lourdes, si votre humeur est en dents de scie, si vous oubliez plus souvent les prénoms ou les rendez-vous, si vous vous levez avec des douleurs sourdes et une impression de confusion, alors il est fort possible que votre corps manque tout simplement de ce repos profond qui répare tout en silence. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la qualité de vos nuits détermine la qualité de vos jours. Ce n'est pas une question de quantité seulement, mais de profondeur, de continuité, de rythme. Et maintenant que nous avons parlé de repos, laissez-moi vous emmener vers un autre sujet que beaucoup pensent acquis, mais qui, avec le temps, devient un pilier fragile s'il n'est pas entretenu, l'équilibre. Car ce n'est pas en marchant que l'on prévient les chutes. C'est en entretenant consciemment la stabilité du corps chaque jour par des gestes précis. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai reçu Édouard dans mon cabinet. Il avait 74 ans, une stature encore droite malgré les années, le regard franc
la poignée de main ferme. Ancien menuisier, il avait passé sa vie à travailler debout, à soulever des charges, à grimper sur des échafaudages. Quand il a pris sa retraite, il a continué à marcher tous les jours, comme il l'avait toujours fait. Pour lui, c'était suffisant. Il n'avait jamais été du genre à rester assis trop longtemps. Et pourtant, il était là, devant moi, les mains légèrement tremblantes, le ton un peu gêné. Il venait de faire une chute, heureusement sans gravité, mais qui l'avait profondément marqué. Il ne comprenait pas. Il disait « Je marche tous les jours, docteur. Je fais tout ce que je peux. Pourquoi je tombe ?» C'était une question sincère, une question que je reçois souvent. Et à chaque fois, ma réponse est la même. Parce que marcher, ce n'est pas s'entraîner à rester debout. Ce que j'ai expliqué à Édouard, c'est que passé un certain âge, notre équilibre ne se maintient plus de façon automatique. Il demande à être stimulé, entretenu, cultivé. Car en vieillissant, nos muscles profonds, ceux qui nous stabilisent sans qu'on s'en rende compte, s'affaiblissent. Notre système nerveux devient moins rapide pour corriger une perte d'équilibre soudaine. Et notre masse musculaire diminue, ce qui rend les réactions plus lentes, les gestes moins précis, les appuis moins sûrs. Le vrai problème, c'est que tout cela se passe dans le silence du quotidien. On ne le remarque pas. Jusqu'au jour où l'on trébuche sur un trottoir, où l'on manque une marche, où l'on perd l'équilibre en se retournant trop vite. C'est ce qui est arrivé à Édouard. Il descendait un escalier familier, celui de chez sa fille, et a mal évalué la dernière marche. Ce n'était qu'un petit déséquilibre, mais suffisant pour tomber lourdement. Il ne s'est rien cassé, mais sa confiance en lui, elle, s'est fissurée. Je l'ai rassuré. Non, ce n'était pas une fatalité. Non, ce n'était pas trop tard. Oui, on peut retrouver un bon équilibre, même à 74 ans, même après une chute. Mais il faut le vouloir, et surtout, il faut agir. Nous avons commencé ensemble un programme tout simple. Pas de machine, pas de salle de sport, juste des exercices à la maison. Se lever d'une chaise sans les mains, tenir en équilibre sur une jambe, marcher en ligne droite les yeux fermés, renforcer les muscles du tronc avec des mouvements doux. Chaque jour, quelques minutes seulement, mais avec régularité. Édouard a joué le jeu. Il m'a même dit plus tard qu'il avait intégré ces exercices dans ses routines de bricolage. Qu'il s'amusait à se tenir sur un pied pendant qu'il brossait ses chaussures ou à monter 2 fois les escaliers juste pour réveiller ses jambes. En quelques semaines, sa posture avait changé. Son regard était plus assuré. Il n'avait plus cette peur sourde, celle qui s'installe après une chute et qui ronge peu à peu la liberté de mouvement. Ce que j'ai appris à travers son histoire, c'est que la chute n'est pas un simple accident physique. Elle est souvent le point de bascule entre 2 phases de vie. Avant, on se sent autonome, solide, indépendant. Après, on doute. On évite certains gestes, on ralentit, on s'inquiète. On commence à adapter sa vie non pas par confort, mais par peur. Et cette peur peut devenir une prison invisible. C'est pourquoi je parle avec tant de force de la nécessité de renforcer l'équilibre. Parce que cet équilibre, c'est bien plus qu'une question de muscles. C'est ce qui nous permet de vivre debout, de rester acteurs de notre quotidien, de continuer à aller faire les courses à pied, à monter dans un bus sans appréhension, à promener ses petits-enfants sans craindre de tomber. L'équilibre, c'est la base silencieuse de notre liberté. Beaucoup pensent que seuls les exercices cardio ou la marche suffisent à entretenir le corps. Mais sans travail de renforcement ciblé, sans sollicitation spécifique de l'équilibre, les automatismes s'effacent. Les muscles de stabilisation, les réflexes posturaux, la coordination entre les yeux, l'oreille interne et les pieds, tout cela se dégrade si on ne l'entraîne pas.
Et une fois la chute survenue, il faut souvent plus de temps à l'esprit qu'au corps pour guérir. Heureusement, le corps est d'une plasticité étonnante. Même à 70, 80, 90 ans, il peut retrouver une stabilité nouvelle. J'ai vu des personnes qui, après avoir cru leur sort scellé, se relever, au propre comme au figuré, grâce à quelques minutes d'exercice par jour. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance, c'est la conscience, c'est le fait de comprendre que notre équilibre est précieux, qu'il mérite notre attention quotidienne. Et si vous me demandez par où commencer, je vous dirai simplement, commencez par vous lever sans appui, par vous tenir sur une jambe, par fermer les yeux, une dizaine de secondes en position debout. Observez ce qui se passe et faites-le encore demain et après-demain. Vous verrez, votre corps vous répondra. Car le vieillissement n'est pas une chute, c'est un processus. Et ce processus peut être guidé, soutenu, accompagné. Il suffit parfois d'un simple pas, mais un pas bien posé. Dans notre prochain échange, je vous parlerai d'un autre élément tout aussi fondamental, mais souvent relégué au second plan, l'eau. Car sans hydratation suffisante, même les gestes les plus simples peuvent devenir des efforts. Il y a quelques années, j'ai accompagné un homme que je n'oublierai jamais. Walter, 72 ans, ancien instituteur à Strasbourg. Un homme posé, très cultivé, à l'élocution claire, toujours avec un livre en poche et une tasse de thé fumant à la main. Il venait me consulter non pas pour une maladie précise, mais pour un ensemble de petits signes qu'il n'arrivait pas à relier. Des maux de tête fréquents, une sensation de fatigue diffuse, des crampes dans les mollets, des vertiges légers en se levant et cette étrange impression d'être dans le brouillard, selon ses propres mots. Il mettait ça sur le compte de l'âge, comme beaucoup. Mais quelque chose m'interpellait. Je lui ai posé des questions simples sur son hygiène de vie. Il m'a dit qu'il dormait plutôt bien, qu'il marchait régulièrement, qu'il mangeait équilibré. Puis, en passant, il a dit « Ah, et bien sûr, je bois toujours mon café le matin, un peu de thé l'après-midi et un verre de vin avec le dîner. » Je lui ai alors demandé combien d'eau il buvait dans une journée. Il m'a regardé, surpris, presque amusé. « De l'eau, vous voulez dire ? Pure ? Très peu, en vérité. Je n'ai jamais très soif. » C'est là que j'ai compris. Ce que Walter vivait, ce que tant d'autres vivent sans le savoir, c'est l'un des pièges les plus sournois du vieillissement, la déshydratation chronique. Une déshydratation discrète, sans grande soif, sans signes spectaculaires, mais dont les effets peuvent affecter l'ensemble du corps. À partir de 60 ou 65 ans, la sensation de soif diminue naturellement. Le mécanisme biologique qui vous pousse à boire devient moins sensible. Vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin d'eau, mais votre organisme, lui, continue d'en exiger pour fonctionner. Car l'eau est partout, dans les articulations, dans les muscles, dans le cerveau, dans le système digestif, dans la peau. Et dès qu'elle vient à manquer, tout se ralentit, tout se crispe, tout s'appauvrit. Je lui ai expliqué que les boissons comme le café, le thé ou même le vin ne comptaient pas vraiment comme hydratation. Bien au contraire, elles sont souvent diurétiques, c'est-à-dire qu'elles favorisent l'élimination de l'eau au lieu de la retenir. Il croyait bien faire, mais il accentuait sans le savoir la sécheresse de son organisme. Il a été surpris. Il n'imaginait pas qu'un manque d'eau pouvait provoquer une baisse de concentration, une fatigue mentale, voire un ralentissement digestif ou une tension musculaire. Pourtant, des études ont montré qu'une déshydratation même légère peut diminuer les capacités cognitives, altérer l'équilibre, favoriser les chutes et accentuer les douleurs articulaires.
Alors, nous avons commencé simplement. Je lui ai proposé de boire un grand verre d'eau au réveil, avant même le café, puis de garder une bouteille d'eau à portée de main toute la journée, pas pour boire par litre, mais pour prendre régulièrement quelques gorgées. Je lui ai suggéré d'ajouter dans son alimentation des aliments riches en eau, concombres, pastèques, soupe maison, compote sans sucre, et surtout de ne pas attendre d'avoir soif. Car lorsque la soif arrive, le corps est déjà en train de compenser un déficit. 2 mois plus tard, Walter est revenu. Il n'était pas transformé, non. Mais il était plus lumineux, plus alerte. Il n'avait plus de crampes, ses réveils étaient plus clairs, sa tête moins embrumée. Il m'a confié qu'il avait même retrouvé une forme d'entrain qu'il pensait perdue. Tout cela grâce à l'eau. Pas des médicaments, pas des compléments exotiques, juste de l'eau. Ce que j'ai appris en l'accompagnant, c'est que nous sous-estimons souvent la puissance des choses simples. L'eau est gratuite, accessible, universelle. Et pourtant, elle est la première chose que l'on oublie de surveiller quand on vieillit. Peut-être parce qu'on la croit acquise, peut-être parce qu'on ne la sent plus comme avant. Mais pour moi, l'hydratation est un pilier silencieux de la longévité. Elle protège les reins, le cerveau, le cœur. Elle lubrifie les articulations, soutient les muscles, régule la température du corps. Elle permet au système immunitaire de fonctionner, aux nutriments d'être transportés, aux toxines d'être évacuées. Sans elle, rien ne tourneront. Alors je vous le dis avec tout mon cœur de médecin et d'homme. Ne laissez pas la soif décider pour vous. Écoutez votre corps au-delà de ces signaux immédiats. Buvez avec attention, avec conscience. Faites de l'eau un réflexe, une habitude, un geste de soin envers vous-même. Et ce que je vous proposerai bientôt, c'est de lier tous ces éléments que nous avons vus ensemble, le mouvement, la nutrition, le sommeil, l'équilibre et l'hydratation, dans une approche plus large, plus cohérente, plus douce aussi. Une manière naturelle de préserver votre santé globale, jour après jour, sans brutalité ni pression. Parce que la santé après 60 ans, ce n'est pas courir après la jeunesse. C'est construire la vitalité autrement, avec intelligence, avec respect, avec amour. En regardant en arrière sur tout ce que je viens de vous partager, je prends une grande inspiration. Parce que ce que nous venons de parcourir ensemble n'est pas simplement une liste de conseils médicaux ou une suite de recommandations techniques. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est un chemin de retour vers soi, vers l'attention à son propre corps, vers le respect de cette machine incroyable qu'est l'organisme humain, même et surtout après 60 ans. Chaque jour, dans mon cabinet, je rencontre des personnes formidables qui me disent, les yeux baissés, « Docteur, je crois que mon corps me lâche. » Mais le plus souvent, ce n'est pas le corps qui abandonne. C'est nous qui, doucement, cessons de l'écouter, de l'aider, de le nourrir avec ce dont il a vraiment besoin. On accepte trop vite que la fatigue est normale, que la raideur est inévitable, que les troubles du sommeil, de l'équilibre ou de la mémoire font partie de l'âge. Et je suis là pour vous dire que non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas irréversible, ce n'est pas trop tard. Le mouvement, l'alimentation adaptée, le sommeil profond, la stabilité du corps et l'hydratation ne sont pas des luxes. Ce sont les fondations simples, puissantes et accessibles d'une santé durable. Et la beauté de ces fondements, c'est qu'ils ne demandent ni grande technologie, ni moyens considérables. Ils demandent seulement une chose, la décision de ne plus s'oublier. Ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est cette idée essentielle. À partir de 50, 60, 70 ans, vous avez le droit, et même le devoir, de prendre soin de vous comme vous ne l'avez peut-être jamais fait auparavant. Parce que c'est maintenant que tout compte. Chaque geste, chaque choix, chaque verre d'eau, chaque pas,
chaque nuit de sommeil respecté. La santé n'est pas un objectif lointain, c'est une pratique quotidienne. C'est une manière de se tenir debout dans sa propre vie avec dignité, force et lucidité. Et si vous commencez à mettre en œuvre ne serait-ce qu'un seul des conseils que je vous ai partagés, alors vous avez déjà enclenché une transformation. Elle sera peut-être lente, peut-être discrète, mais elle sera réelle. La leçon la plus profonde que je retire de toutes ces années aux côtés de personnes comme vous, c'est que le corps humain ne demande pas la perfection. Il demande de la présence. Il nous pardonne beaucoup. Il peut se réparer, se renforcer, s'équilibrer à nouveau, si on lui offre les bonnes conditions. Alors soyez doux avec vous-même, mais soyez régulier. Faites de la santé une amie fidèle. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Commencez petit, un changement par semaine, un geste conscient chaque jour, et regardez ce que cela produit en vous. Vous serez surpris. Petite question pour vous. Parmi les 5 piliers que nous avons explorés ensemble, lequel vous semble le plus prioritaire pour vous aujourd'hui? Bougez plus souvent, mangez plus de protéines, mieux dormir, travailler l'équilibre, boire plus d'eau. Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment lire vos réponses et que chacun puisse aussi s'inspirer de la réflexion des autres. Et si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à créer des vidéos utiles, bienveillantes et concrètes pour vous. Et si vous souhaitez soutenir ce travail avec un petit geste, vous pouvez aussi faire un don via le lien en description. Chaque contribution est précieuse pour faire vivre cette mission. Merci de tout cœur et à très bientôt.